Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème du karma, de son exploration et de sa libération, de sa guérison. Alors, qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est un terme sanskrit qui signifie acte, action, et qui renvoie à un principe qui serait universel, dont la transposition dans le champ de la physique serait la loi d'action et de réaction. En physique, on nous explique que lorsque j'applique une force d'une certaine intensité, d'une certaine direction, dans un certain sens à un objet, si celui-ci est en équilibre, il va exercer sur, en l'occurrence, ma main, si c'est ma main qui appuie sur l'objet, une force de même intensité, de même direction et de sens opposé. Et la somme des forces, donc, est nulle. Le principe du karma, tel qu'il est décrit notamment dans le bouddhisme, nous explique que chacune de nos actions, c'est-à-dire chacun de nos actes, chacun de nos mouvements énergétiques, émotionnels, de nos intentions, exercés vers l'extérieur, sur une personne, sur une circonstance, va nous revenir donc dans la même intensité, dans la même qualité d'énergie. On peut y lire une forme de loi morale, même si la loi du karma n'a pas de vocation morale ni de sens moral profondément. C'est simplement une loi de l'énergie, issue du fait qu'il n'y a pas d'indépendance, de séparation des objets, qui fait que toute énergie dirigée vers un objet est en réalité dirigée vers moi, puisqu'entre moi et le monde, il n'y a pas de différence. Donc, on appelle aussi la loi de rétribution, à savoir que quelqu'un aura un bon karma si sa vie est occupée à prendre soin de son environnement autant que de lui-même. Si son intention est bienveillante, il recevra une forme d'abondance de ce qu'il a lui-même transmis, communiqué au monde. Et inversement, quelqu'un qui commettrait des actes de malveillance, d'agression, de violence, recevra en retour la même qualité d'énergie et d'expérience. Donc ça, c'est le karma. Et si vous avez éprouvé l'expérience ou la connaissance ou la vérité de cette notion de vie antérieure, qu'on peut appeler aussi vie intérieure, vie parallèle, selon le niveau où on les considère, puisque sur un certain plan, il n'y a pas de temps et d'espace. On pourrait dire qu'il y a des liens entre des vies et entre des mondes, et entre des expériences, et que nous sommes interreliés avec ces expériences. Donc, sans s'approprier à titre personnel des vies antérieures, parallèles ou intérieures, il est possible de décrire notre existence ici maintenant comme déterminée par un ensemble de charges accumulées, d'expériences qui ont créé une forme de dette ou de déséquilibre dans l'énergie, à savoir que si j'ai accumulé du bon karma, eh bien je reste attaché à ce monde, au samsara, tant que cette dette n'aura pas été consommée. Inversement, avec un mauvais karma. Que le karma soit bon ou mauvais, tant qu'il y a une dette, il y a attachement et nécessité à revenir dans le samsara pour écouler cette dette, pour consommer cette dette. Alors, ça veut dire que même le bon karma est créateur d'illusions, de maya.
Alors ça, c'est la description, on pourrait dire, métaphysique que nous donnent les enseignements, notamment bouddhistes. Euh, il y a une autre manière de le considérer dans une perspective non duelle, c'est le karma et l'ensemble des mouvements, des actions, des pensées, des intentions, des émotions qui ont été suscitées, qui se sont amorcées, mais qui n'ont pas pu être menées jusqu'à leur terme, comme des actions qui auraient été empêchées, des émotions qui auraient été ressenties, interdites, bloquées, des pensées qui auraient été condamnées, soit par ma propre inhibition, soit par le fait d'une force extérieure, d'une violence extérieure. Voilà. Et que l'ensemble de ces mouvements qui n'ont pas pu être amenés à leur terme s'accumulent et constituent ce qu'on peut appeler notre charge karmique, le poids des actions inachevées. Action au sens large. La pensée étant une action, une émotion étant une action, etc. Action au sens de mouvement de l'énergie, mouvement dans le champ des phénomènes. Et ce qui nous attache à ce karma, ou ce qui attache ce karma à nous, c'est nos identifications. Tant que je suis dans le champ de l'ego, eh bien je sépare quelque chose qui est de l'ordre de mon identité et ce qui est de l'ordre du monde extérieur. Et donc, je crée une séparation. Et cette séparation va engendrer des insécurités, des mécanismes de défense, des préférences, des désirs qui vont venir se renforcer tout au long de cette identification. Et l'ensemble de ces charges vont, pour prendre une image métaphorique, vont venir orbiter autour de notre centre et filtrer, colorer notre expérience de l'autre, du monde. On pourrait dire que le karma agit comme un nuage qui vient nous faire percevoir la réalité d'une manière biaisée, à partir, par exemple, de préjugés ou de certitudes ou de réactivité émotionnelle, sensorielle, intellectuelle. Et dans un sens profond, on pourrait dire que ce monde existe en tant que matière, en tant que constitué d'organismes ou d'objets séparés et apparemment indépendants. Ce monde n'existe que comme manifestation du karma. Dit autrement, la dissolution du karma dissout mon expérience du monde objectif ou phénoménal. Donc toute mon expérience à chaque instant n'est que la manifestation du karma, n'est que la manifestation de mon ignorance. Et cette ignorance est le fait de mouvements inachevés qui se sont accumulés autour de mon centre, on pourrait dire. Même si tous ces mots sont inexacts, mais les métaphores peuvent parler, en tout cas d'un point de vue pédagogique, jusqu'à un certain endroit. Alors, on peut rapprocher la notion de karma de la notion de trauma. On pourrait dire que le trauma est un karma particulièrement fort, particulièrement déterminant, particulièrement conditionnant. Et le karma reste le terme générique, et les traumas ou les traumatismes sont
les cas euh, prévalents, saillants, euh, de ce qui nous détermine en tant que porteur d'un karma. Pourquoi je fais ce rapprochement? Parce que lorsqu'on travaille dans le champ des traumatismes, on distingue en général deux types de traumatismes, c'est assez connu. Les traumatismes ponctuels, qui sont en lien avec une expérience donc ponctuelle, donnée, une agression, un accident de voiture, une chute. Voilà. Et les traumas du développement, qui sont des traumas liés au processus d'attachement et qui se développent précisément à l'occasion de notre enfance, de stade archaïque, à l'occasion de laquelle se crée notre personnalité et notre rapport au monde. Et ces deux types de traumatismes vont nous affecter à des endroits différents. Les traumas ponctuels sont comme une agression, par exemple, ou un accident, vont être créés par le fait que, dans cette situation, j'avais l'impulsion spontanée de me protéger, de me défendre, de prendre la fuite, d'attaquer, mais que les circonstances ont fait qu'il était impossible de mener cette action jusqu'à son terme. Donc la réponse d'attaque ou de fuite a été bloquée, a été figée, comme on dit. Il y a une impuissance qui s'installe, il y a un effondrement de la réponse. Symboliquement, c'est comme si j'avais mis le pied sur le frein en même temps que je mettais le pied sur l'accélérateur. Et le frein et l'accélérateur restent enclenchés des mois, des années après l'événement qui a créé le traumatisme. Et donc, le trauma, c'est deux forces qui sont bloquées et figées en permanence dans mon corps et également dans mon psychisme. Et il s'agit donc, en l'occurrence, d'un mouvement, une sensation qui n'est pas menée jusqu'à son terme. Ça, c'est le trauma ponctuel. Les traumas de développement sont plus complexes. C'est un enfant, pour se développer, a besoin de nourrir, et ça c'est très bien décrit par le docteur Gabor Maté, qui est spécialiste des traumatismes, a deux besoins fondamentaux, un besoin d'attachement et un besoin d'authenticité. Et si, au cours de son développement, il y a un conflit entre ces deux besoins, à savoir que pour sécuriser un besoin d'attachement, par exemple avec un parent, il a dû renoncer à une part de son authenticité, alors ça crée un trauma de développement. Et un trauma de développement va nous impacter à un niveau beaucoup plus profond qu'un trauma ponctuel. Il va nous affecter au niveau de notre personnalité, de notre identité, de notre rapport au monde. Et dans ce cas-là, l'inachèvement, il n'est pas de l'ordre d'une réaction corporelle, l'inachèvement est de l'ordre d'une émotion qui n'a pas pu être vécue jusqu'à son terme. Une colère qui a été verrouillée, une peur qui n'a pas pu être dite ou partagée, une tristesse que j'ai dû ravaler et garder pour moi. Et ça va colorer ma représentation du monde et même en tout cas une grande partie de ma personnalité. Donc là encore, on est sur la description d'un inachèvement, d'une réponse. Réponse émotionnelle dans le cas du trauma de développement, réponse sensorielle dans le cas, ou kinesthésique, dans le cas d'un trauma ponctuel. Et donc on voit que le trauma est directement analogue à la description de ce qu'est le karma, au sens où il s'agit d'un mouvement qui n'a pas pu être mené jusqu'à son terme. Les effets du trauma ou du karma, c'est une réduction de notre
expérience vitale, c'est une réduction, une contraction de notre moi authentique en une personnalité, en une identité. Et dans les deux cas, traumatisme ou karma, eh bien, je vis contracté dans une sensation, dans une expérience de vie diminuée par rapport à ce que serait de vivre ma véritable nature en tant qu'être pleinement réalisé, éveillé, illuminé à sa véritable essence dans chaque situation. Donc, les traces, les mémoires karmiques ou traumatiques ne sont pas actives forcément en permanence. Les traces karmiques en lien avec des événements ponctuels, comme les traumas ponctuels, vont s'activer dans certaines circonstances. C'est l'image ou l'exemple classique du vétéran de la guerre du Vietnam qui va se jeter sous une table parce qu'il entend simplement un vélomoteur passer, et que ça active les ancrages traumatiques du passage d'un hélicoptère au Vietnam, par exemple. Donc, voilà, les traumas ponctuels vont se déclencher dans certaines circonstances. Les traumas de développement vont teinter toute notre expérience vitale. Mais de manière générale, le trauma le plus profond, le trauma le plus archaïque qu'on connaît tous, c'est celui de notre naissance, de notre incarnation, c'est-à-dire la croyance en notre identité séparée, le je suis, le je suis quelque chose de particulier dans ce monde. Ça, c'est le trauma de base. Et ce trauma de base, il colore toute mon expérience en permanence. C'est ce voile d'illusion, c'est cette maya que décrivent les mystiques orientaux. C'est aussi ce que le Christ appelle Satan, le séparateur. Évidemment, ce n'est pas un personnage, c'est une charge mémorielle qui nous sépare. Et le tentateur, c'est la tentation de la séparation, la tentation de croire à cette parole, je suis ceci ou cela. Et la libération se passe lorsque ce je suis se libère d'un attachement à je suis ceci ou cela, mais simplement toucher le pur je suis. Alors, les symptômes de la libération du karma et des traumas, c'est inversement une libération de mon champ vital, une profonde détente, une qualité de conscience et de sensibilité qui va venir s'accroissant et qui va, en un sens, me permettre de vivre la plénitude, une joie tranquille, une paisibilité dans un plus grand nombre de circonstances. C'est normal que dans certaines circonstances, mon corps réagisse quand il est en danger, quand il est dans un danger objectif, je veux dire. Mais au fur et à mesure que cette charge va se développer, il va y avoir comme un état fondamental, un état de base, qui va vivre la joie d'être, la paix, la tranquillité, le lien, l'amour, la compassion, la douceur. Voilà, tout ce qui émane de la reconnaissance de notre unité profonde, de la non-séparation entre le sujet et l'objet, entre le moi et l'autre, l'unité de la vie comme manifestation de l'esprit qui se met en mouvement dans la diversité des formes. C'est le sens de la phrase du mystique William Blake qui nous dit « Lorsque les portes de la perception sont enfin ouvertes, chaque chose est enfin vue dans son essence, dans sa réalité infinie. » L'ouverture, la libération du karma nous amène à vivre l'expérience de grâce, de plénitude, possiblement
dans chaque interaction avec n'importe quel objet, n'importe quelle personne, n'importe quelle émotion, n'importe quelle sensation. Ça, c'est l'horizon. Évidemment, on n'est pas nombreux pour vivre ça en permanence. Donc, ces symptômes vont, au fur et à mesure de la libération de ces traces, s'atténuer et m'amener à vivre une vie de plus en plus tranquille, détendue, confiante, dans une forme de vide, de prétention, de vide de savoir, de vide même de préférence, on pourrait dire. Et on va entrer dans quelque chose comme un continuum, un flux, l'état de flow qui est décrit par les psychologues. Et la vie est vécue, dans ce cas-là, d'une manière extrêmement simple, directe et lumineuse. Il n'y a plus d'interférence avec un champ mental, qui est encore une fois une trace karmique. Le champ mental est constitué que de ces traces, toutes ces expériences qui n'ont pas pu être dites, vécues, achevées, ce mental qui fait interférence entre le mouvement simplement spontané, simple, naturel de la manifestation de mon être, et qui me fait entrer dans des complications, dans des réflexions intérieures, etc. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'il y a une possibilité de se libérer du karma de manière, on pourrait dire, progressive ou de manière directe. La manière directe, c'est la grâce. Mais la grâce, par définition, ne dépend pas de nous. Elle descend à un moment, à un endroit où nous sommes suffisamment disponibles pour la recevoir. Ça, c'est l'expérience directe. Mais l'intérêt des voies progressives, c'est qu'elles nettoient le champ pour nous amener à un endroit où cette grâce a le plus de chances de se produire. Et donc, il y a une réelle complémentarité entre les deux approches. Donc, on pourrait dire que le travail progressif, le travail sur les mémoires karmiques, va favoriser un état de disponibilité, un état d'ouverture, un état de détente qui va nous ouvrir davantage à la possibilité de vivre cette expérience de grâce. Et la grâce, c'est quoi ? C'est la reconnaissance de notre véritable essence. C'est l'éveil, l'illumination, qui, à ce moment-là, nous libère de l'identification et donc instantanément nous libère du poids de l'historique karmique. Donc bien sûr, je peux tout à fait m'en remettre à la vie et me dire finalement la grâce tombera quand je serai disponible, et c'est tout à fait possible, et donc je peux tout à fait vivre une vie épicurienne ou hédoniste, n'investir aucune ressource dans le travail spirituel et attendre que la grâce tombera. Et il est possible que la grâce tombe. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a un sens véritable à travailler sur l'accélération de notre processus d'apprentissage. Et donc à développer notre capacité à rester dans l'ouverture, quelles que soient les circonstances. Si je suis une boule de réactivité, de défense, si la moindre interaction avec un autre vient créer chez moi un sentiment d'insécurité et donc une contraction, une défense, il y a peu de chances que je sois touché, que je me laisse toucher profondément. Je ne dis pas que c'est impossible, mais
je ne suis pas obligé de prendre le chemin le plus long. Il y a des possibilités, si en tout cas ça fait sens pour moi d'aller chercher cette grâce, cette vérité, il y a des chemins qui nous permettent d'accélérer le processus. Accélérer le processus non pas parce qu'il faudrait moralement le faire, simplement parce que c'est moins souffrant. Et que vivre dans le karma, c'est souffrant. Vivre dans le traumatisme, c'est souffrant. Même si cette souffrance se traduit par une forme d'anesthésie de mes émotions, d'anesthésie de mes désirs, de mes envies, me fait vivre à moitié, même si cette souffrance n'est pas manifeste, c'est une souffrance de fait que c'est un déficit de joie, un déficit de détente, un déficit de relâchement, un déficit de gratitude, un déficit de lien, de partage, de communion avec l'autre, un déficit d'amour. Donc, c'est pas une injonction morale qui devrait nous motiver pour faire ce travail. C'est simplement, pragmatiquement, je constate que je suis plus heureux quand je fais ce travail. En tout cas, c'est mon, c'est mon expérience. Et même l'appeler travail, c'est presque une action de grâce, parce que il y a quelque chose qui profondément est le plus nourri et se sent au niveau du sens, je veux dire, quand mon énergie et mon attention sont dirigées dans cette direction-là. Alors, j'avais fait cette vidéo parce que je vais organiser un stage sur ce thème au mois de mai 2023, du 17 mai au 21 mai. C'est un stage de 4 jours qui va être l'occasion précisément d'explorer et de libérer ces mémoires-là. Ça va être un stage dans lequel on va utiliser différentes techniques, différentes méthodes, des méthodes individuelles, des méthodes de méditation, de pratique énergétique, mais aussi des méthodes relationnelles, des méthodes de clarification par la parole, par le mouvement, par voilà, un ensemble de techniques. Certaines de ces techniques, je les ai déjà proposées dans des espaces de tantra, d'autres dans les séminaires intensifs que j'organise aussi dans le cadre de Psycélium, les séminaires intensifs vers l'éveil. Je vous renvoie à la vidéo sur le thème si vous êtes intéressé. Donc ça va être une belle expérience. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est du 17 au 21 mai sur 4 jours, et ça se déroule à 1 heure de Paris, en pleine nature, en résidentiel, à la Vallée Rose. Voilà, en quelques mots, ce thème de l'exploration et de la libération des mémoires karmiques et traumatiques. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et je vous dis à bientôt.